Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews diffusé par Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. Le vice-ministre des Affaires étrangères a été dépêché en Iran pour garantir que les relations bilatérales ne sont jamais l'objet de marchandage géopolitique. Pendant que les regards sont tournés vers l'ouest, l'Arménie continue de jouer sa carte à l'est au sein de l'Union économique eurasiatique. Alaska, terre russe, sommet américain. Alors que Trump et Poutine s'apprêtent à se rencontrer, nous reviendrons sur l'histoire incroyable de la vente de ce territoire par la Russie aux États-Unis. Le sort de Samvel Karapetyan, la détention de l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays, a été prolongé de 2 mois. Et enfin, le tourisme en Arménie, la fin d'un boom entre le ralentissement du marché russe et l'émergence d'une nouvelle clientèle. Les relations Arménie-Iran ne seront jamais l'objet de marchandage géopolitique. C'est le message fort qu'est allé porter à Téhéran le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Vahan Kostanyan. Lors d'une visite éclair, il a multiplié les rencontres au plus haut niveau, s'entretenant notamment avec le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et plusieurs conseillers clés du guide suprême et du président. L'objectif, rassurer le voisin iranien après le sommet de Washington. Vahan Kostanyan a garanti que les États-Unis ne joueraient pas un rôle négatif dans la région et a salué la position cohérente et publique de l'Iran sur le respect de la souveraineté de l'Arménie, réaffirmant qu'Erevan tenait compte en retour des intérêts vitaux de Téhéran. Donc, l'Iran a reçu les assurances d'Erevan. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a détaillé l'offensive de charme arménienne. Le premier ministre Pachinian a appelé notre président. Leur ministre des Affaires étrangères m'a appelé. Ils ont envoyé leur vice-ministre des Affaires étrangères à Téhéran. Ils ont donné des explications exhaustives, a-t-il déclaré, soulignant qu'il ne s'agissait pas d'un changement géopolitique. Le président de la Douma russe, Vyacheslav Volodine, a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors d'une visite officielle à Pyongyang. Il lui a transmis les salutations du président Vladimir Poutine, le remerciant pour son soutien à la campagne militaire russe en Ukraine. Kim Jong-un a envoyé une lettre à Poutine, soulignant que les soldats des deux pays ont forgé amitié et unité en luttant contre un ennemi commun. Les deux pays ont confirmé que les troupes nord-coréennes avaient aidé la Russie à libérer la région de Koursk. La Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et les autres alliés de l'OTAN doivent élargir les fonctions de leur groupe conjoint de déminage en mer Noire pour y inclure la protection des installations énergétiques et des routes commerciales contre d'éventuelles attaques russes. C'est la déclaration du ministre roumain de la Défense, Ionut Mostianu. Il a souligné la nécessité de dissuader la Russie de transformer la mer Noire en théâtre d'opérations militaires afin de protéger les infrastructures énergétiques et le commerce maritime. Aujourd'hui marque le 4e anniversaire de la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Le 15 août 2021, ils entraient dans Kaboul et instauraient un système de gouvernance islamique. Après le retrait des forces étrangères menées par les États-Unis au terme de 20 ans de guerre, les talibans ont pris la capitale par une offensive éclair, alors que les forces de sécurité afghanes, soutenues par l'Occident, s'effondraient. Le président Ashraf Ghani, soutenu par les États-Unis, a fui le pays. Des millions d'Afghans, refusant le nouveau régime, ont également quitté leur patrie. Le Premier ministre indien Narendra Modi a prononcé un discours de 103 minutes au Fort Rouge de New Delhi à l'occasion des célébrations du 79e anniversaire de l'indépendance. Il a abordé les questions d'autosuffisance, de protection des intérêts des agriculteurs, de sécurité nationale et de réformes économiques. Son discours s'est tenu sur fond de tensions commerciales avec les États-Unis. Au Cachemire indien, des pluies torrentielles soudaines ont provoqué la mort d'au moins 46 personnes et plus de 200 sont portés disparus. La catastrophe a eu lieu dans la ville de Chazoti, une étape importante sur la route du pèlerinage vers le temple de Machal Mata, où les inondations ont emporté des bâtiments communaux et un poste de sécurité. Les secouristes, appuyés par l'armée et l'aviation, poursuivent les opérations de recherche et de sauvetage. David Genjayan, Reopen Media.
Pendant que les regards sont tournés vers l'ouest, l'Arménie continue de jouer sa carte à l'est. Le Conseil intergouvernemental de l'Union économique eurasiatique s'est réuni au Kirghizistan avec une dizaine d'accords à la clé. Au programme, harmonisation des marchés de l'énergie, simplification des douanes et développement des transports. Pour l'Arménie, représentée par le vice-premier ministre Maher Grigoryan, l'enjeu est clair, accélérer la création d'un marché commun de l'énergie pour garantir des conditions économiques équitables pour tous les membres. Dans ce contexte, j'estime nécessaire de souligner une nouvelle fois l'importance du projet d'infrastructure régionale que nous avons initié, le Carrefour de la paix. Son objectif est de créer des routes de transport fiables et interconnectées sur la base du plein respect de la souveraineté et de la juridiction des États, ainsi que sur le principe de réciprocité. Un autre point chaud de l'actualité aujourd'hui, l'Alaska qui devient le théâtre du face-à-face entre Trump et Poutine. Ce territoire américain fut autrefois russe. C'est une terre de glace et de pétrole, un pont stratégique entre deux mondes. Et aujourd'hui, l'Alaska redevient l'espace d'un sommet, le centre de la diplomatie mondiale. Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine s'apprêtent à s'y rencontrer, une question historique refait surface. Et si l'Alaska était resté russe? L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'une transaction qui semble aujourd'hui invraisemblable. La vente en 1867 d'un immense territoire par la Russie aux États-Unis pour une bouchée de pain. Un marché qui fut d'abord qualifié de folie avant de se révéler comme l'une des meilleures affaires de l'histoire. Retour sur un épisode méconnu qui a redessiné la carte mondiale. L'Alaska, une mine d'or inattendue. Nous sommes en 1867. Une transaction incroyable redessine la carte du monde. L'Empire russe vend son immense territoire nord-américain, l'Alaska, aux États-Unis d'Amérique. Une décision qui semble aujourd'hui invraisemblable et qui, à l'époque, était perçue comme une folie. Pourquoi la Russie a-t-elle décidé de vendre l'Alaska? Au milieu du 19e siècle, l'Alaska était moins une source de revenus qu'un casse-tête pour la Russie, et ce pour plusieurs raisons majeures. La crise financière, la Russie venait de subir une défaite cuisante lors de la guerre de Crimée, 1853-1856. La guerre avait vidé les caisses de l'État et l'Empire avait un besoin urgent d'argent. L'accessibilité et la vulnérabilité. L'Alaska se trouvait à des dizaines de milliers de kilomètres de la capitale, Saint-Pétersbourg. Son entretien et sa défense étaient extrêmement coûteux et compliqués. Les Russes craignaient que leur principal rival, la Grande-Bretagne, qui contrôlait alors le Canada, ne s'empare facilement de l'Alaska lors d'un prochain conflit. Ils ont préféré la vendre à un pays considéré comme amical, les États-Unis, plutôt que de la perdre dans une guerre. La baisse des revenus. Au début, les Russes tiraient profit du commerce lucratif des fourrures en Alaska. Mais dans les années 1860, le nombre d'animaux avait drastiquement diminué et ce territoire était devenu économiquement déficitaire. La transaction. Vendue à qui et comment? Les principaux acteurs de cette vente furent le tsar russe Alexandre II et le secrétaire d'État américain William Seward. Seward était convaincu que les États-Unis devaient s'étendre et il considérait l'Alaska comme un territoire d'une importance stratégique capitale. Après de longues négociations, les deux parties se sont accordées sur un prix, 7,2 millions de dollars. Les conséquences, de la folie de Seward à la ruée vers l'or. En Amérique, tout le monde n'a pas accueilli cette acquisition avec enthousiasme. De nombreux journaux et politiciens l'ont qualifié de folie de Seward ou de glacière de Seward. Les gens se demandaient que faire de ce désert de glace, mais l'histoire a rapidement remis les choses à leur place. À peine 30 ans après la vente, en 1896, d'immenses gisements d'or furent découverts en Alaska et dans le territoire canadien voisin du Yukon. La célèbre ruée de l'or du Klondike venait de commencer. Des milliers de personnes affluèrent en Alaska en quête de fortune. Les 7,2 millions de dollars dépensés par les États-Unis furent remboursés plusieurs fois en un temps record. Par la suite, on y découvrit d'énormes réserves de pétrole et de gaz, ainsi que du bois et des possibilités de pêche quasi illimitées. L'importance stratégique. Pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout durant la guerre froide, la position stratégique de l'Alaska est devenue inestimable. C'était le point le plus proche des États-Unis de l'Union soviétique, permettant le déploiement de bases militaires et de stations radars. Ainsi, l'Alaska aurait pu connaître le sort de la Fédération de Transcaucasie ou peut-être rester russe, agrandissant encore davantage le plus grand pays du monde.
Le sort du corridor entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'invite aussi au sommet Trump-Poutine en Alaska. C'est en tout cas que ça a affirmé un haut responsable de la Douma, laissant entendre que les deux présidents pourraient discuter du contrôle de cette route stratégique. À quelques heures de cette rencontre décisive, Moscou et Washington ont finalisé leur délégation, révélant ainsi les enjeux au cœur des discussions. Côté américain, le président Trump sera entouré de son cercle rapproché, le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio, ainsi que son envoyé spécial Steve Witkoff, qui a préparé le terrain lors de sa visite à Moscou. Côté russe, Vladimir Poutine est accompagné d'une délégation de poids centrée sur la diplomatie, la défense et l'économie. Le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov est déjà arrivé à l'Anchorage, tout comme l'ambassadeur de Russie à Washington, Alexander Darchiev. Pour l'épauler, Poutine a fait appel à son conseiller diplomatique Yuri Ushakov, au ministre des Finances, Anton Siluanov, et à Kirill Dmitriev, le puissant directeur du Fonds souverain russe, signe que les questions d'investissement seront cruciales. Pour rappel, la rencontre Poutine-Trump se tiendra en Alaska sur la base militaire d'El-Melandrov, Richardson à Anchorage à 23h30 heure d'Erevan. D'ailleurs, le président américain a déjà donné le ton affirmant, je cite, « Si je n'étais pas président, Poutine aurait envahi toute l'Ukraine ». L'un des hommes d'affaires les plus puissants d'Arménie, Samvel Karapetyan, reste en prison. Tôt ce matin, la Cour anticorruption a prolongé sa détention de 2 mois supplémentaires. Une décision qui s'inscrit dans le bras de fer spectaculaire qui oppose le propriétaire du groupe Tachir au gouvernement. Rappelons que l'arrestation de Samvel Karapetyan est intervenue en plein débat sur la nationalisation des réseaux électriques d'Arménie, une entreprise stratégique qu'il contrôle. La défense, qui dénonce une persécution politique, a immédiatement réagi. Dans un communiqué, ses avocats affirment que ce verdict prouve qu'il n'y a pas de justice en Arménie, avant d'ajouter, je cite, « mais nous la restaurerons sans doute ». Ils déambulent dans nos rues, carte à la main, sur un air curiosité dans le regard. Ils sont devenus une partie intégrante de notre paysage urbain. Les touristes, après des années de croissance record portée notamment par l'afflux massif de visiteurs russes suite à la guerre en Ukraine, le secteur connaît aujourd'hui un ralentissement inédit. Alors que le principal donateur de touristes, la Russie, marque le pas, de nouveaux marchés émergent. L'intérêt pour l'Arménie explose dans les pays arabes, mais aussi en Chine, au Japon et en Scandinavie. Alors que se passe-t-il vraiment? Comment l'Arménie navigue-t-elle entre la fin d'un boom et l'émergence de ces nouvelles clientèles? Et au-delà des chiffres, que viennent chercher les visiteurs? De la richesse de notre histoire à la chaleur de notre accueil, en passant par notre gastronomie, parfois un peu trop généreuse. Plongez au cœur de la saison touristique arménienne avec Monica Hayroyan. Les touristes qui se promènent dans les rues ensoleillées d'Erevan, une carte à la main et de la curiosité dans les yeux, font désormais partie de notre ville. Pour eux, l'Arménie est un livre nouveau et inconnu, dont les pages se dévoilent à chaque coin de rue. Peut-être l'histoire, c'est un sujet très intéressant pour nous. Oui, et cette place, la place de la République qui est très célèbre. Oui, nous, les Chinois, sommes très intéressés par ce beau pays. Selon Mekak Apresian, président de la Fédération arménienne du tourisme, le flux de touristes a considérablement augmenté après la pandémie de Covid-19, établissant même de nouveaux records de visites en 2023. En 2023, une croissance significative de plus de 40% a de nouveau été enregistrée et le nombre de visites touristiques entrantes a dépassé les 2,3 millions. Ainsi, nous avons déjà dépassé l'indicateur de la période pré-coronavirus de 2019, car même si une croissance a également été enregistrée en 2021-2022, nous n'avions pas encore atteint le niveau de 2019. Après le flux touristique impressionnant de 2023, une baisse a été enregistrée en 2024, que l'on peut considérer comme sans précédent dans l'histoire du tourisme arménien.
Au premier trimestre 2025, une baisse a également été enregistrée et les résultats du premier trimestre montrent une chute d'environ 4,1% par rapport à la même période de l'année précédente. Alors, à quoi est due cette baisse du flux de touristes vers l'Arménie? Le spécialiste énumère les raisons. D'abord, la situation géopolitique dans la région, ainsi que le fait que dans plusieurs pays, l'Arménie est présentée à tort comme une destination peu sûre. Bien que dans de nombreuses publications prestigieuses non officielles et non étatiques, l'Arménie figure constamment dans le top 10 et parfois même dans le top 3 comme l'un des pays les plus sûrs et les plus attrayants du monde, le fait d'être présenté avec des lignes rouges sur les sites officiels a de toute évidence son impact négatif. Une inflation significative et dans certains cas injustifiée a également été enregistrée. Selon les statistiques, la Russie est en tête du nombre de touristes visitant l'Arménie, tandis que les pays arabes, qui s'intéressent activement à notre pays ces dernières années, occupent la deuxième place. Bien que cette baisse ait été considérablement influencée par la réduction des visites en provenance de Russie, la Russie reste néanmoins à première place en termes de nombre de visites. Dans le même temps, l'intérêt pour l'Arménie ne cesse de croître dans les pays arabes du Golfe. De plus, une dynamique positive est également observée depuis la Chine et d'autres pays d'Extrême-Orient. Et le marché japonais se redresse après le coronavirus. Un intérêt touristique existe également dans les pays scandinaves. Nous avons également tenté de savoir, par le biais d'un micro-trottoir, ce qui attire particulièrement les touristes en Arménie et ce qui les a poussés à passer leurs vacances ici. J'avais entendu dire que l'Arménie était un endroit formidable, un très bon pays, avec beaucoup de lieux de villégiature, une nature très belle, une eau délicieuse et des gens très gentils. Oui, c'est très important que les gens soient si gentils. De quoi d'autre a-t-on besoin pour des vacances? En premier lieu, bien sûr, les gens, c'est le plus important, l'essentiel. Les gens sont le plus grand trésor, c'est la gentillesse, c'est l'âme. Ensuite, c'est la nourriture. C'est incroyablement délicieux. Où que j'aille, ce sera toujours très bon. Et troisièmement, l'architecture. Nous aimons visiter l'Arménie en famille et simplement découvrir Erevan, manger de la nourriture délicieuse et nous promener la nuit. C'est une très belle ville, un beau pays, des gens sympas, des gens calmes. Nous sommes venus avec notre organisation pour 7 jours et nous avons découvert qu'en Arménie, les gens sont très gentils et polis, très calmes et très accueillants. Et vous avez une cuisine incroyable et délicieuse. Et je ne veux pas prendre de poids en 7 jours parce qu'ici, tout tourne autour du pain. Du pain, du pain, du pain. C'est incroyable. Je suis arménienne, mais c'est ma première fois ici. Je viendrai en Arménie chaque année. Le niveau est tout simplement super. Taxi, restaurant, hôtel, tout est merveilleux. Ici, le mot merci est très long, difficile de s'en souvenir. Schnorkakalutiyun. Oui, celui-là. Selon les experts, il est nécessaire dès aujourd'hui de penser aux investissements et au développement des infrastructures afin que la demande croissante se transforme non pas en problème, mais en opportunité et que l'Arménie puisse accueillir chaque visiteur en étant prête avec des services confortables et de qualité. Monica Ayroyan, Reopen Media. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 15 août. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous souhaite un merveilleux week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. À très vite.